Bonjour et bienvenue sur Vocation, le podcast dédié à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Kylian, éducateur spécialisé depuis 10 ans. Bonjour Kylian. Bonjour à toi. Alors, je voudrais savoir un peu ton parcours et comment tu as pu commencer par ce métier et m'en dire un petit peu plus. Oui, en fait, quand j'ai commencé par avoir mon baccalauréat à la sortie du lycée, et puis pendant que j'étais lycéen, je faisais des cours de soutien scolaire à des jeunes voilà, qui étaient un petit peu plus jeunes que moi, qui étaient au collège. Et quand j'ai eu cette expérience, j'ai été un petit peu confronté au phénomène du décrochage scolaire. Par la suite, j'avais vraiment envie d'aider les jeunes. J'avais plus envie de faire passer des moyennes de 14 à 18. J'avais plutôt envie d'aider vraiment les jeunes qui en avaient besoin, donc qui se présentaient en candidat libre au bac, par exemple, qui pouvaient pas bénéficier d'une scolarité comme les autres. Et petit à petit, j'ai commencé par devenir éducateur à la vie scolaire. Très rapidement, après, par la suite, éducateur spécialisé. Et alors là, vraiment, dans la protection de l'enfance. Donc, j'étais pas encore diplômé. EduxP, je faisais fonction seulement. Ça t'a mis un pied dedans en fait, cette expérience-là dans un premier temps et tu as pu voir vraiment ce métier. Exactement. Tout de suite, donc, je suis rentré dans cette voie de la protection de l'enfance et on va dire que c'est un petit peu comme un virus. C'est-à-dire qu'après, c'est difficile d'en sortir. Ça m'a beaucoup plu. Pourquoi c'est difficile justement d'en sortir comme tu dis? C'est vraiment parce que tu as découvert des choses ou c'est parce que ça t'a vraiment pris au trip? Les deux aussi. C'est ça, exactement, les deux. J'ai vraiment découvert tout un dispositif avec ses failles aussi, ses défaillances, mais voilà, je suis vraiment rentré dedans et j'en suis plus jamais ressorti. Voilà, et alors je distingue bien voilà, aussi le métier d'éducateur spécialisé, voilà, où j'ai pu travailler aussi dans le polyhandicap, dans l'insertion, des choses comme ça, où vraiment ce métier-là aussi qui m'a vraiment beaucoup plu. Justement, c'est hyper intéressant parce qu'on parle souvent en tant qu'éducateur spécialisé du fait qu'on s'occupe que des jeunes, mais ce n'est pas que ça. Bah, du coup, je voudrais que tu m'en parles un petit peu plus en fait, vu que tu as travaillé aussi avec des personnes en situation de handicap ou même autres. Exactement. Alors, l'éducateur spécialisé, effectivement, comme tu viens de le dire, il englobe plusieurs champs. C'est vraiment celui qui est capable de faire un accompagnement social et éducatif de qualité Mmh. et de mettre en place et de conduire un projet avec une personne. Et effectivement, il s'applique aussi dans le handicap. Alors, il y a plusieurs structures, il y a des foyers d'accueil médicalisés. Personnellement, les structures que j'ai le plus côtoyées, c'est des foyers d'hébergement, c'est-à-dire avec des adultes qui sont en situation de handicap pour la plupart du temps ce qu'on appelle des déficiences intellectuelles. Mmh. Donc ce sont des personnes qui travaillent la journée en ESAT et qui vivent dans un foyer d'hébergement avec une équipe éducative. Et c'est vrai que euh, le métier est pas du tout... enfin, le métier est pareil, mais le public est vraiment différent. Et c'est vrai que ça nous force, nous aussi, à adapter notre posture en fonction de publics différents. Bah, j'imagine le travail parce que vous adaptez vraiment à chaque enfant et pas un groupe d'enfants justement. Exactement. Il faut savoir s'adapter à l'enfant en protection de l'enfance. Il faut aussi parfois savoir s'adapter au groupe. Le mieux, c'est de pouvoir travailler l'individualité dans le collectif. Ah, mais c'est le plus compliqué justement, Et je c'est suppose. exactement. Et c'est le plus compliqué, effectivement. Je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, tu as parlé voilà, que tu as fait de l'aide aux devoirs, c'est ça? Oui, c'est mon premier pas, on va dire, dans le social. Je Oui, travaillais en EHPAD aussi au tout début. et qu'est-ce qui t'a marqué justement? Du coup, enfin, je parle plus de l'aide aux devoirs justement parce que tu as été en contact direct avec des enfants. Et donc, suite à ce contact-là, ça a été un premier déclic ou ça a été plus tard justement? Oui, ça a été comme un premier déclic dans le sens où j'ai vraiment été confronté à ce qu'on pourrait appeler la question sociale, c'est-à-dire voilà, aux difficultés. Et c'était une première forme d'aide sociale.
mais cette aide sociale-là, j'avais envie qu'elle soit beaucoup plus institutionnalisée et j'avais envie d'en faire voilà, un métier plus dans le quotidien et moins dans le scolaire. Parce que c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que j'ai toujours cette patte auprès des jeunes très scolaires. J'ai toujours ce rôle dans l'équipe de soutien un petit peu à la scolarité qui Ah m'a d'accord. poursuivi encore aujourd'hui. Mais voilà, je suis bien conscient qu'il faut distinguer le milieu scolaire et l'éducatif, même si je pense que les deux sont intrinsèquement liés. Mais pour revenir à la question, oui, ça a vraiment été la première fois que j'ai été confronté à des situations qui étaient très complexes pour certains jeunes. Et voilà, je me suis dit que j'avais envie de m'engager. Il y a cette notion d'engagement, je pense, qui est importante aussi et qui est analysée dans nos pratiques, qui m'a poussé vers ce métier-là. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit, je vais devenir éducateur spécialisé. Ça a été une vocation directe ou Mm. justement, non, ça a fait un petit bout de chemin, on va dire, avant d'arriver à cette conclusion-là. Et ben, paradoxalement, pas forcément. En fait, j'y suis arrivé un petit peu par défaut. J'ai commencé à travailler, à vouloir travailler dans une structure pour faire de l'accompagnement scolaire. Et puis après, voilà, j'ai fait des remplacements plus dans le quotidien. Et puis après, j'ai vraiment apprécié ce métier que j'ai découvert sur le terrain. Moi, je suis passé par la validation des acquis de l'expérience. J'ai pas eu de formation. Je me suis formé sur le terrain avec des gens très expérimentés qui m'ont pris sous leur aile. Je tiens vraiment, je sais pas s'ils m'entendront à leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est vraiment un métier où le terrain est très présent et les professionnels sont, voilà, c'est un métier d'équipe et voilà, c'est ça qui m'a formé, c'est les professionnels plus expérimentés et voilà. Est-ce que tu penses que si tu serais passé par, on va dire, une formation classique, tu penses que tu aurais eu ce même goût pour ce métier ou pas? Effectivement, je pense que rien peut remplacer le terrain parce que j'ai vu des personnes qui sortaient de l'école qui forcément n'étaient pas vraiment très à l'aise avec les jeunes, très adaptées Beaucoup de parfois. théories, je suppose, au début. C'est ça, beaucoup de théories. Et contrairement à cela, j'ai toujours vu que les personnes qui sont éduques en protection de l'enfance, notamment depuis 20, 30 ans et qui ne sont pas diplômées, sont vraiment enfin, c'est vraiment du talent, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc effectivement, ça remet un petit peu parfois... voilà, ça montre que le terrain est aussi important que la pratique, enfin que le terrain est aussi important que la théorie. J'ai toujours essayé d'amener les deux. Je suis à la fac depuis 2012, ça fait 11 ans en parallèle, et j'essaye toujours de pouvoir amener de la théorie chez les professionnels du terrain, c'est-à-dire vraiment de pouvoir essayer d'être dans la réflexion, voilà, de conceptualiser certaines choses. Et à l'inverse, je trouve qu'il est important aussi que les gens qui sont beaucoup à l'université, qui ont parfois jamais travaillé et qui font des grandes études brillantes, gagneraient vraiment à avoir ces expériences de terrain Mm. et à être en lien Et en, direct. et en plus, tu étais avec des personnes qui étaient vraiment sur le terrain depuis longtemps, je suppose. Alors moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé sur ce groupe de MEX, j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe de 3 professionnels, donc on est 4 en tout, qui sont, donc on est 3 hommes et une femme, et c'est vraiment des professionnels avec un talent, enfin, c'est assez incroyable la manière dont voilà, dont ils mènent leurs entretiens éducatifs, dont ils observent, dont ils analysent. Enfin voilà, j'ai vraiment énormément appris aussi à leur côté. Et voilà, c'est vraiment important pour nous, jeunes, jeunes travailleurs sociaux, de vraiment s'alimenter de toutes ces expériences de travailleurs un petit peu plus anciens. Et justement, avec cette équipe, quand tu as commencé, on va dire, c'était quoi la journée type? Je suppose qu'il n'y en a pas, mais imaginons. À la MEX où je travaille, la journée type, Les deux, quand tu as commencé et maintenant, et même s'il y a une différence, du coup, s'il y a eu voilà, oui, s'il y a eu une différence.
Bon, c'est toujours en MEX, c'est toujours un petit peu pareil. C'est vraiment du quotidien. On est vraiment en milieu fermé, c'est un internat. Donc le quotidien est un vrai support à la relation éducative et c'est vraiment très marqué. Ça aide, ça veut dire que du coup, ça donne des marqueurs pour Et- les enfants. Exactement. C'est vraiment le projet de la MEX, si tu veux, dans l'éducation spécialisée, la protection de l'enfance, ça va vraiment être de protéger, de pouvoir accueillir et de pouvoir voilà, conceptualiser, élaborer le projet avec la personne sur un temps à moyen ou court terme. Et vraiment, le quotidien prend une place très importante. Voilà, alors que, comme on disait, journée type, ça va vraiment être le lever, les temps de préparation, les repas. C'est vraiment des temps comme ça, des marqueurs qui sont très importants pour nous. Alors c'est parfois des espaces formalisés, mais les espaces et les temps non formalisés, je pense par exemple, on parlait des repas, des couchers ou des trajets en voiture aussi, lors des accompagnements, sont vraiment des vecteurs très importants pour nous, à la fois dans la relation, dans les observations, enfin, dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour les jeunes. D'accord, donc en fait, du coup, comme tu as dit, ces repas, etc., vont vraiment être des vecteurs. Donc, quand tu parles de vecteurs, ça va être donner une information, répéter une information, ça va être quoi justement? Ça va vraiment être le sel de notre travail. C'est les moments où nous, on va pouvoir le mieux observer, diagnostiquer, pour après, en équipe, poser des diagnostics éducatifs, et aussi dans les accompagnements. Puisque vraiment, la chose qu'on fait le plus, c'est les accompagnements socio-éducatifs. Et c'est vraiment lors de ces temps-là que certains jeunes vont beaucoup plus se livrer, vont être beaucoup plus accessibles. Je pense à des jeunes, euh, par exemple, qui vont être très peu bavards si on les prend en entretien dans un bureau, mais qui, dans ces petits moments-là où on va faire une médiation culinaire, on va faire à manger, où on va aller se promener, où on va discuter dans la voiture, vont être beaucoup plus bavards et vont pouvoir Ça va permettre... être des portes ouvertes en fait. Ça va être Exactement, des portes ouvertes que vous allez justement en profiter pour cueillir ces petites informations et puis après faire votre diagnostic, si j'ai bien compris. exactement. Ok. Euh, du coup, comment ça se passe en fait la relation avec les enfants, justement? Parce que il y a beaucoup de profils. euh, il y a beaucoup de profils justement. Et comment ça se passe quand un nouvel enfant arrive entre les anciens, etc. Et du coup, le rôle de l'éducateur à ce moment-là. Alors nous, sur le territoire sud, on a vraiment la chance d'avoir un parcours interne qui fait qu'on dispose d'un service d'accueil d'urgence, qui fait que déjà 90% des enfants qu'on reçoit sur la MEX viennent de ce service. Et on a des ICEP que la directrice a mis en place, qui sont des instances de construction et d'évaluation de parcours, qui nous permettent vraiment d'avoir des transmissions, des réflexions en équipe. Et donc déjà, on a tout un tas d'informations lorsqu'on va accueillir un jeune qui est très institutionnalisé. Et ça, c'est très agréable pour nous. C'est surtout qu'en plus, l'enfant, quand il arrive, vous avez au moins quelques informations pour vous préparer justement à l'accueillir. Exactement. Et puis lui est plus sécure parce Oui, qu'il connaît certains oui. visages, il connaît les locaux, l'extérieur. On a déjà mené des projets ensemble puisque des fois on a des projets un petit peu transversaux. Donc déjà c'est quelque chose de qualitatif. Et puis voilà, cette relation, elle se fait, voilà, on base beaucoup sur l'accueil. On va vraiment mettre en place déjà un premier temps où le jeune va pouvoir venir avec son éducateur référent du service d'accueil d'urgence, découvrir le groupe, les lieux, rencontrer les autres jeunes avec qui il va vivre sur la MEX. Et puis ensuite, il y a cette admission qu'on va faire petit à petit en respectant toujours le rythme de l'enfant, ses choix, dans la bienveillance et en veillant à son épanouissement et son bien-être. Est-ce que tu as quelques anecdotes justement à raconter là-dessus? Peut-être des enfants qui t'ont marqué par un accueil ou une personnalité justement quand ils sont arrivés? Oui, j'ai l'anecdote d'une jeune qui est arrivée il y a quelques années, dont je suis référent aujourd'hui, qui était arrivée, qui a un profil de mineur isolé, mais qui n'en est pas une. C'est un petit peu compliqué.
Mais donc la marche a été très très dure au début, elle était très fermée, souvent ils arrivent, ils sont plutôt fermés parce que voilà, quand bien même on a toute la bienveillance de pouvoir recueillir avant, de pouvoir préparer, de pouvoir soulager, quand bien même on a tout ça, c'est quand même un changement, ils arrivent sur un nouveau groupe, c'est une admission, des L'enfant nouvelles a déjà règles. une appréhension quand il arrive, donc du coup, ça donne un stress, je suppose. Exactement. Et donc, au début, voilà, cette jeune-là, c'était compliqué pour elle. Et puis, c'est à nous aussi, en tant que professionnels, de trouver des terrains pour créer du lien, de confiance. Donc, souvent, on part de ce qu'ils aiment. Voilà, cette jeune-là, elle aimait beaucoup la musique, elle aimait beaucoup la danse. Donc on va lui confier des rôles qui sont en rapport avec ça, on va mener des ateliers, et puis petit à petit, le lien de confiance se crée, et puis ils sont de mieux en mieux. Et puis là, aujourd'hui, je vous parle de cette jeune-là, c'est vraiment le leader positif du groupe, sur qui tous les enfants se reposent un peu, parfois, qui va donner des conseils, qui va tirer tout le monde vers le haut. Donc voilà, souvent on se base sur ces petites informations qu'on recueille. Je pense par exemple à une jeune qui est arrivée très stressée, une enfant de 10 ans. On a, en échangeant avec les collègues du service d'accueil d'urgence, on savait qu'elle adorait le dessin. Et ben, on l'a nommée responsable du matériel à dessin. Et voilà, et on a mené tout un tas d'activités artistiques où elle a eu un rôle vraiment important. Et donc voilà. Ça lui a donné une responsabilité, ça lui a donné du coup une confiance en elle, et elle Exactement. a pu se libérer de sa parole, même de ses gestes, de son comportement beaucoup plus facilement. Exactement. Tu as parlé du coup de la première jeune fille qui était un peu un leader d'opinion, un peu leader dans le groupe. Bah, du coup, je voulais savoir, au niveau des enfants, est-ce que vous faites jouer un rôle aussi aux enfants, au groupe, pour que l'enfant qui arrive se sente bien, ou est-ce que c'est juste les éducateurs et les enfants, vous évitez justement que euh, soit ils interfèrent ou soit trop impliqués, justement. Alors, effectivement, nous, on a un rôle important en tant que professionnels, mais souvent les enfants d'eux-mêmes vont effectivement prendre ce rôle. Par exemple, quand on va faire visiter le groupe, bah, souvent c'est les enfants qui vont faire visiter le groupe aux nouveaux accueillis. Il va y avoir toujours, alors c'est pas forcément des rôles qu'on fait jouer nous, c'est des rôles qui se prennent sur le terrain, quoi. Et donc, on fait ces accompagnements de la personne, mais c'est aussi toujours un accompagnement du groupe. Euh, voilà, c'est vraiment pour nous important de pouvoir accompagner la personne, mais de réfléchir aussi aux dynamiques de groupe. Et donc, on fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas des jeunes qui soient trop en retrait par rapport à d'autres. Donc, effectivement, voilà, le groupe prend vraiment aussi un rôle important dans ces moments-là. Le premier repas, notamment, on fait souvent un tour de table où chaque jeune va se présenter, dire ce qu'il aime, voilà, et puis ça va vraiment mettre en confiance et apaiser beaucoup plus ce changement de Puis même structure. l'enfant va pouvoir, enfin même les enfants entre eux, je veux dire, vont pouvoir regarder, ah bah j'ai un point commun avec cet enfant-là. Donc du coup, c'est vrai que ça facilite pas mal les échanges, au tout début surtout. Exactement. Euh, donc au niveau des enfants, tu m'as parlé de situations de handicap, de groupe. Je voulais savoir quels ont été tes obstacles justement par rapport à tout ça, s'il y en a en tout cas, que ce soit en termes administratifs, euh, peut-être en termes, peut-être avec l'école, avec quelques institutions. Est-ce que tu as eu des obstacles justement qui t'ont dit, non, il y a vraiment un truc qui va pas. Les obstacles, à mon sens, aujourd'hui, sont purement politiques. Ils sont liés aux politiques de protection de l'enfance qui font que on a une fin de prise en charge à 18 ans et des contrats jeunes majeurs qui sont de plus en plus difficilement accessibles. Euh, je mène en parallèle pas mal de recherches sur le sujet puisque j'ai la chance d'être à l'université, comme je le disais, et donc on fait beaucoup de recherches notamment sur les trajectoires. Et on voit qu'il y a à peu près un enfant sur trois qui aujourd'hui est à l'ASE et qui demain sera sans domicile fixe. Donc les, les obstacles, ils sont vraiment structurels, ils sont politiques. On gagnerait vraiment
voilà, à donner un petit peu plus de corps à ce système, à le refondre, et puis voilà, à le rendre un petit peu plus en lien avec le service public, par exemple, des choses comme ça. Et, mais ouais, l'institution dans laquelle je suis aujourd'hui, pour moi, je suis très content d'y être. J'y trouve vraiment beaucoup de choses. Tu as parlé justement du fait que tu es à l'université. Bah, je voulais que tu m'en parles un petit peu plus. Il me semble que tu fais de la recherche. Oui, exactement. Et je voulais savoir justement les thématiques de recherche que tu fais. Alors, c'est un petit peu chaotique mon parcours universitaire. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait au début une licence d'histoire, après de sociologie, de sciences de l'éducation, un master en politique sociale territoriale, donc c'est un petit peu l'équivalent de l'ingénierie sociale, si tu veux, en gros, et puis un master de recherche. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, la recherche, je travaille avec des revues comme Vie sociale et traitement, où on fait des recherches autour de la protection de l'enfance. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est l'histoire de la protection de l'enfance. Je travaille énormément sur la fin du 19e siècle, sur les premiers orphelinats qui ont été créés par la charité, alors ça c'est avant, et comment est-ce qu'ils ont été repris par les républicains pour créer des premiers orphelinats publics. Donc, quel est leur. Voilà, je travaille autour de ça. Et puis, autour des sciences de l'éducation, ça va être autour des pratiques, des temporalités, des travailleurs sociaux. J'ai beaucoup travaillé autour du Covid. Quel était l'impact du Covid sur les éducateurs spécialisés dans la protection de l'enfance, sur leurs pratiques, sur leur temporalité, voilà, en internat. J'ai travaillé. En ce moment, je travaille sur la relation éducative, si tu veux, en fait. Elle a beaucoup été analysée sous le prisme du clinique et j'essaye d'apporter une dimension un petit peu plus sociologique, c'est-à-dire de voir comment est-ce que sont plutôt les habitudes, c'est-à-dire les prédispositions des agents, enfin des gens qui créent une relation éducative particulière. Donc je pars un petit peu, si tu veux, du haut, mais aussi du bas. C'est un petit peu compliqué. Oui, Je veux j'imagine, pas parce que... embêter avec ça. Non, 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 j'imagine que justement, entre l'aspect historique et puis et plus le parcours, donc du coup, tu arrives à trouver du temps entre ton métier C'est d'éducateur pas évident. et ça doit pas être évident justement. Mais du coup, par rapport à tes recherches, est-ce que tu as déjà, on va dire, certaines conclusions? Est-ce que tu as déjà vu bah, du coup des choses? Est-ce que tu as déjà fait, pas un papier, mais vraiment une recherche spécifique en Oui, lien, justement, que ce soit par rapport aux enfants et au Covid, ou même dans tes recherches historiques? oui, alors là, j'ai publié il n'y a pas longtemps un article autour du numérique chez les éducateurs spécialisés de la protection de l'enfance, où on a réfléchi autour de l'utilisation du numérique comme un petit peu un capital à part entière, c'est-à-dire que on a des éducateurs qui sont vraiment comment je peux dire, embolisés par le fait qu'ils n'ont pas cette capacité à pouvoir vraiment avoir une veille du numérique. Et donc, c'est un capital à part entière qui crée des inégalités sur le terrain. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de pallier à ça? Puisque le numérique a pris une place très, très importante dans nos fonctions. Je vois effectivement dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de numérique, donc je suppose que ça s'installe aussi dans la protection de l'enfance. Exactement. Si on regarde la refonte du diplôme d'état d'éducateur spécialisé qui date, je crois, de 2018, dans le DC3 sur la communication professionnelle, on a maintenant, on doit veiller, donc exercer une veille sur le numérique. On doit, voilà, il y a cette dimension-là qui est importante. Et voilà, ça peut créer des inégalités sur le terrain. Voilà, c'était cette recherche-là. Et elle comporte en quoi cette veille, justement, pour faire simple, pour les éducateurs, ou même, enfin pas que pour les éducateurs, et du coup, est-ce que ça a un impact, on va dire, sur ton métier d'éducateur? Alors, pas sur le mien, parce que nous, dans notre structure, on a la chance de pouvoir encore avoir des outils. Parce que le piège aussi, c'est d'avoir un discours un petit peu conservateur, ce que je n'aime pas du tout. Mais
euh, quand j'ai fait cette recherche, je me basais beaucoup sur toutes ces structures qui ont mis en place des logiciels de transmission, par exemple. Et ça peut être très compliqué pour notamment les professionnels les plus anciens de pouvoir accéder à ce genre de dispositif. Et, euh, et donc, ça peut créer des inégalités entre les travailleurs sociaux sur le terrain. Déjà, ça peut créer ce genre d'inégalité. Oui, 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 ça peut être compliqué parce que cette veille, elle agit comme un capital à part entière. Et donc, du coup, ceux qui ne sont pas dotés de ce capital vont se retrouver un petit peu en difficulté pour pouvoir, voilà, à l'heure où l'administratif prend une place de plus en plus importante dans nos fonctions. Il y a beaucoup, dans mes recherches, j'ai croisé beaucoup d'éducateurs qui ont eu ce discours un petit peu de dire, mais voilà, aujourd'hui, on est constamment dans les bureaux, on doit constamment écrire des papiers et on n'a plus le temps d'être en lien avec l'usager, enfin, avec le bénéficiaire, avec les enfants, par exemple. Et du coup, on a travaillé autour de cette dynamique-là. Voilà. Que, que- Et du coup, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce numérique, justement, et garder le plus possible ce côté relationnel, que ce soit avec les autres éducateurs, qu'ils soient plus anciens ou même plus jeunes. Exactement. C'est vraiment encore une histoire d'équilibre. Exactement. Et une autre recherche qu'on avait menée aussi autour du Covid, c'était voilà, il y avait des différences entre des structures où ça s'était très très mal passé, et puis des structures où bah, il y avait eu ce petit paradoxe qui fait qu'au final, bah, les enfants étaient pas si mal que ça dans le confinement, Ouais. voire même ils étaient plutôt paradoxalement, il y avait une certaine quiétude parce que les temporalités avaient changé, parce que les professionnels étaient au quotidien vraiment avec eux. Et ce qui avait été plus difficile, c'était pas le pendant le confinement, mais c'était après. Parce que D'accord. les recherches étaient vraiment sur le premier confinement de l'année 2020. Oui, oui. Alors, ça dépend des structures, hein, parce qu'il y a des structures où le confinement a été vraiment chaotique, ça a été très compliqué. Et justement, c'est une piste de recherche aussi. En quoi est-ce que l'espace, le territoire, il va avoir une place très très importante, l'implantation, dans la manière dont sont gérés Quand les... tu parles au niveau de l'implantation, que ce soit en ville ou en région, je suppose, ou que ce soit, on va dire, vulgairement, à la campagne. Donc, Exactement. L'implantation territoriale est toujours très très importante. Je pense à nous dans le territoire sud, on a la chance d'avoir des infrastructures qui sont très nombreuses. Voilà, on a un terrain qui est très très grand et donc on avait, bon ça fait pas partie de mes recherches parce que là c'est là où je travaille, mais en gros, voilà, si je parle de mon travail, pendant le premier confinement, on avait vraiment ce grand terrain où on avait pris l'habitude tous les jours d'aller faire des activités sportives l'après-midi, de telle heure à telle heure. Et donc voilà, le fait d'avoir ce cadre-là aussi, ça permettait aux enfants de pouvoir avoir cette quiétude et de pouvoir voilà, mieux vivre ce confinement qui était très très difficile. Voilà, contrairement à d'autres structures où voilà, ils n'ont pas forcément de grands espaces. exactement. Et ils se retrouvent tous enfermés et ça peut créer voilà, beaucoup de choses qu'on peut imaginer. Je voulais revenir sur ton métier d'éducateur. Imaginons qu'une personne souhaite devenir éducateur spécialisé. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour commencer, en tout cas, ou quelques armes, on va dire, pour arriver sur ce métier? Oui. Déjà, il faut être humble. Quand on sort de l'école, par exemple, il faut vraiment s'appuyer sur les professionnels les plus expérimentés, voilà, qui ont vraiment des yeux, des oreilles très aiguisées, parce que on a l'impression que voilà, c'est juste regarder. Voilà, quand je parle dans la vie de tous les jours avec des gens, ils comprennent pas que on est vraiment comme des Sherlock Holmes, c'est-à-dire que en un coup d'œil ou des Amélie Poulain, je sais pas comment dire, en un coup d'œil, on arrive à repérer le moindre détail. Et c'est ça aussi, c'est vraiment, on est des observateurs avant tout. Et ça se travaille. Et voilà, tous ces professionnels-là qui depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans pour certains, voilà, faut vraiment s'appuyer, les respecter. Et c'est très important de pouvoir travailler en équipe. L'équipe, c'est le sel, surtout en protection de l'enfance. Si on n'a pas une équipe ou carrée, les enfants rentrent dans les failles.
Donc pour moi, c'est ça, être authentique, pas jouer un rôle. Voilà, être comme on est, parce que les enfants le ressentent et c'est important voilà, d'être authentique, être cadrant, parce que bon, c'est la base. Voilà, avoir cette posture de cadre, de représenter l'institution, c'est très très important. La distance, voilà. J'allais en parler justement de cette distance, parce que tu parles d'être authentique, mais du coup, est-ce que ça ne risque pas d'empiéter, on va dire, sur la vie privée? Être authentique vraiment dans le sens de, voilà, pas jouer le rôle qu'on n'est pas, mais à la fois, voilà, être conscient que on est dans le cadre d'un projet institutionnel, d'un projet pour l'enfant, et oui, avoir cette distance, c'est-à-dire pas être devant ni derrière, être aux côtés d'eux. Et en fait, on a cette distance parce que on est tellement dans l'analyse, tout le temps, en observant, qu'on ne peut pas prendre les choses personnellement. On régule de fait notre implication personnelle. Et puis, encore une fois, l'équipe, le relais, c'est tellement important. C'est un métier d'équipe qui fait que si jamais on n'est pas en distance, ben on a un collègue qui va venir nous dire fais attention, là je te trouve pas assez en distance, peut-être que voilà. Et puis ce groupe d'analyse des pratiques aussi, qui est hyper important, qui nous permet de revenir en équipe avec un psychothérapeute autour des situations et de pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez voir un psychologue Exactement. et quand vous voulez ou quand vous Tous les souhaitez, mois, tous les mois. voilà, on a cette plage horaire, tous les groupes longs. Et en fait, en équipe, on va avec un psycho qui est psychosociologue, il me semble, qui est excellent, qui est responsable du DC1 à l'école de Buc, et qui, voilà, alors je sais qu'il y a certains gaps qui, eux, évoquent les conflits entre équipes. Alors nous, on a la chance d'avoir des équipes qui travaillent ensemble depuis très longtemps et on n'est pas du tout là-dedans. Donc nous, on va plutôt parler des situations. Donc chaque mardi, on va revenir sur une situation et puis tous ensemble, on va voilà, débattre. Et puis ça va être animé par ce monsieur qui nous donne des pistes, qui voilà, nous fait construire un récit et qui nous fait analyser aussi dans ces moments-là notre implication, Il nos n'est pas rôles. du tout dans le jugement, je suppose. Donc du coup, en fait, il va servir un peu de guide sur Exact, vos interrogations. exactement. Il va nous permettre de mettre en récit et de pouvoir mener une analyse de groupe. Et donc, tous ces petits outils-là, on a aussi une clinicienne dans notre équipe. Tous ces outils-là voilà, font qu'on va toujours être dans cette distance. Et le fait d'avoir cette casquette constamment de professionnel, d'analyse, fait que on est forcément en distance. On ne peut pas prendre les choses personnellement. Alors oui, on arrive, on est des êtres humains, hein, on arrive avec notre bagage, notre forcément, mais ça fait partie des compétences aussi de pouvoir justement prendre de la distance, mais pas trop, euh, parce que voilà, c'est pas bon non plus. Et voilà. Quand tu parles de tes bagages, justement, enfin de ramener ces bagages, est-ce que du coup tu penses que ça peut être une force ou est-ce que justement non, faut pas trop ramener ces bagages-là parce que ça risque d'affecter ou peut-être de trop impliquer les enfants justement. Exactement. L'idée, c'est de pouvoir venir avec ce qu'on est, mais quand on passe le pas de la porte, voilà, on est vraiment représentant de l'institution, garant du projet de l'enfant, et on va voilà, être tout le temps dans cette posture. C'est un vrai travail presque d'équilibriste, en fait. Il faut tout le temps jauger, être dans l'équilibre permanent, presque comme un funambule, je sais pas comment dire. C'est une gymnastique intellectuelle, sociale, qui fait que, voilà, moi je sais que j'ai la chance d'être avec des professionnels de talent qui sont toujours dans l'analyse, qui m'ont appris ça aussi. Et je sais que voilà, on connaît pas ces problèmes de distance. Du coup, ouais, c'est vraiment, si on peut résumer un peu ce métier, c'est un peu vraiment de l'équilibre et de l'observation. Oui, c'est ça. C'est vraiment avant tout de la logique aussi. Et effectivement, de l'équilibre, de l'observation, de l'écoute. Il faut écouter, observer, travailler en équipe. Ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, voilà, diagnostiquer à partir de ces observations. C'est, voilà.
une veille aussi, comme tu fais toi, est-ce que tu penses que c'est très important ou c'est mieux aussi de se renseigner avec d'autres professionnels justement? Ou est-ce que le fait de discuter avec d'autres professionnels, est-ce que c'est pas une sorte de veille justement? Oui, oui, oui. Effectivement, il y a la veille. Le fait de cultiver une veille professionnelle, c'est très très important. Le fait d'assister à des formations, de lire. Alors, on n'a pas toujours le temps ni les potentialités, mais bon, voilà, de pouvoir lire, de pouvoir se documenter sur l'évolution des politiques sociales. Mais effectivement, le fait d'interagir sur le terrain avec des professionnels beaucoup plus expérimentés, qui ont des choses à apporter, des histoires de vie, des degrés d'analyse, c'est aussi très important. Donc effectivement, ça fait presque partie aussi, même carrément partie des éléments de veille professionnelle, le fait d'échanger avec d'autres. J'avais une autre question aussi par rapport au projet dont tu me parlais. Bah, je voulais en savoir un peu plus et que tu me définisses ce que c'est un projet. Oui, ce sont des projets éducatifs. Alors, il y a plusieurs types de projets. Souvent, quand on dit projet, on va parler de projets d'activité, de projets de groupe, de projets de séjour, par exemple. Mais voilà, depuis la loi 2002, il y a le projet éducatif personnalisé de l'enfant notamment. Alors c'est le projet personnalisé de la personne, hein, puisque ça couvre un petit peu tous les champs. Et c'est quelque chose que nous, on va élaborer, qu'on va conduire et qu'on va évaluer avec la personne. C'est très important. L'objectif, c'est de pouvoir faire, si tu veux, du sur-mesure et pas du prêt-à-porter. Comme on dit souvent, c'est qu'on va toujours partir de la personne, accompagner, pour voir avec elle ce qu'elle souhaiterait mettre en place, les objectifs, les axes éducatifs. Et après, on va les travailler en équipe, avec parfois des partenaires, et surtout en protection de l'enfance avec la famille. La famille est une personne ressource autant que faire se peut, pour pouvoir ensuite dégager des moyens de pouvoir mener ces axes et ces objectifs éducatifs. Donc en fait, l'enfant arrive, il y a déjà une partie de projet qui est faite ou il y a des prémices, on va dire, c'est-à-dire que il y a peut-être certains éléments et ça va être après, c'est ça? Alors oui, alors nous on a la chance d'être en territoire sud sur un parcours qui fait que les éducateurs du service d'accueil d'urgence ont parfois fait des pré-projets. Donc on a déjà des axes. Mais le métier, l'EduxP en MEX, il va dans un premier temps recevoir. Il va d'abord se concentrer pour pouvoir mettre en parallèle ses propres observations avec ce qu'il a recueilli. D'abord, il va se concentrer sur le fait de créer du lien et d'établir un diagnostic. Et par la suite, à partir de ce diagnostic, là, vont se créer des hypothèses d'intervention socio-éducative. Mais dans un premier temps, ça va vraiment être l'accompagnement, le lien qui est créé, se donner le temps, voilà, parce qu'on ne peut pas mener de projet sans cette relation de confiance avec l'enfant qui est indéniable. Et est-ce que ce projet, il est un peu gravé dans le marbre ou il peut changer? Alors, excellente question. Il faut que ça puisse changer justement. L'objectif, c'est de pouvoir réajuster le projet par rapport à la personne. Et, euh, et donc, je pense à une situation, par exemple, où on a un enfant qui était en MEX depuis très longtemps, et puis il a souhaité avoir un cadre un petit peu plus individualisant. Il a exprimé le fait de vouloir aller en famille d'accueil. Et voilà, on a vu en équipe pluriprofessionnelle que c'était possible, que ça correspondait aussi au projet, aux parents, à tout ça, parce qu'il y a plein de choses qu'il y a derrière. Et donc, on lui a offert cette possibilité de pouvoir rejoindre le service de placement familial. Oui, donc du coup, c'est jamais fermé. C'est pas juste les éducateurs qui décident, c'est vraiment tout un ensemble. Exactement. Et ça part toujours de la personne. Si tu veux, en protection de l'enfance, ça part avant tout du jeune et de sa famille, puisque voilà, on essaye toujours que la famille, alors dans les cas de placement judiciaire, ça peut être parfois les parents sont pas forcément mobilisés ou mobilisables, mais on essaye toujours voilà que le jeune soit lui-même la principale ressource de son projet, c'est-à-dire que
on part de ses potentialités, de ses capacités, de ses demandes, de ses besoins. Et puis par la suite, c'est vrai qu'on réfléchit en équipe et avec des partenaires pour pouvoir coordonner ce projet. Merci beaucoup en tout cas, Kylian, pour tout ça. Merci à toi. Alors, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez aussi retrouver la Fondation Droits d'Enfance sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à une prochaine et pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir.